Élise Moreau avait 27 ans et menait une vie discrète dans la ville de Lyon. Chaque matin, elle empruntait le même trajet jusqu'au petit immeuble commercial du quartier de Montplaisir, où elle travaillait comme femme de ménage. Ses journées étaient rythmées par le bruit du balai frottant contre le carrelage, les cliquetis des portes qu'elle ouvrait avec son trousseau de clés et les murmures des employés qu'elle croisait rarement. Malgré la monotonie, Élise ne se plaignait pas. Elle avait appris depuis longtemps à tirer de la routine une forme de paix. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, Élise avait été élevée par sa grand-mère Colette, aujourd'hui âgée de 83 ans. Cette femme robuste, au visage ridé par les années mais aux yeux encore brillants de malice, avait consacré sa vie à offrir à sa petite fille un semblant de stabilité. Dans la petite maison au volet bleu en périphérie de Lyon, elle avait construit un foyer basé sur les rires simples, les repas modestes et les histoires racontées au coin du poêle. Colette représentait tout pour Élise, une racine, une force, une mémoire vivante. À l'approche de l'anniversaire de Colette, Élise ressentait une pression qu'elle ne s'expliquait pas complètement. Chaque année, elle préparait un petit dîner, faisait un gâteau elle-même et offrait un cadeau modeste, souvent confectionné de ses propres mains. Mais cette fois, quelque chose pesait plus lourd. Elle pensait aux conversations passées, au regard tendre de sa grand-mère, lorsqu'elle parlait d'amour, de jeunesse, de ses instants volés avec son défunt mari. Colette avait toujours rêvé de voir Élise heureuse, épanouie, aimée. Et même si elle ne l'avait jamais dit avec insistance, Élise savait que l'idée de voir sa petite fille seule lui faisait de la peine. Le problème, c'est qu'Élise était seule. Non pas par choix, mais parce que la vie ne lui avait jamais laissé l'espace de rêver à autre chose. Travailler dès l'aube, prendre soin de Colette, économiser chaque centime pour éviter les imprévus. Les hommes qu'elle avait croisés dans sa vie semblaient toujours appartenir à un autre monde. Certains l'avaient regardée avec douceur, d'autres avec indifférence, mais aucun n'avait jamais vu au-delà de sa blouse grise et de ses mains abîmées. Elle avait fini par croire que l'amour n'était pas pour elle. Et pourtant, l'idée de voir Colette souffler ses bougies entourée uniquement de souvenirs et de compassion la rendait mélancolique. Cette année, elle voulait lui offrir quelque chose de différent. Quelque chose qui pourrait allumer une étincelle dans ses yeux. Peut-être pas un amour véritable, mais au moins un compagnon pour le dîner. Une présence masculine, même symbolique. Quelqu'un qui pourrait donner l'illusion d'un futur possible, d'une compagnie sincère. Mais à qui demander une chose pareille? Elle ne connaissait personne en dehors de son travail, et les quelques voisins qu'elle croisait n'étaient pas des options envisageables. L'idée d'un inconnu lui traversa l'esprit, mais elle la repoussa aussitôt. Ce serait absurde, risqué, humiliant même. Et pourtant, le désir de faire plaisir à sa grand-mère continuait de croître, tenace, dérangeant. Chaque soir, après avoir terminé sa tournée de nettoyage, Élise s'accordait quelques minutes pour observer le hall du bâtiment. Elle s'asseyait sur un banc discret, la tête pleine de rêves inavoués. C'est là, dans ce sas impersonnel, de marbre froid et de lumière tamisée, que son destin allait basculer, car un soir, alors qu'elle polissait les poignées de la porte vitrée, un homme descendit de l'ascenseur. Élise ne l'avait jamais vu auparavant. Grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre au col relevé, il marchait d'un pas calme, presque détaché, comme s'il ne touchait pas vraiment le sol. Son regard croisa le sien une fraction de seconde. Il ne sembla ni surpris ni pressé. Un simple hochement de tête, une politesse rare dans ce monde d'indifférence. Et c'est, à cet instant précis, sans vraiment comprendre pourquoi, qu'Élise sentit une impulsion étrange naître en elle. Quelque chose entre la peur et l'espoir. Une pensée folle, presque enfantine. Peut-être, juste peut-être, que cet inconnu pourrait être la réponse à son dilemme. Elle resta là, immobile, le chiffon encore à la main, le cœur battant, un peu plus fort que d'habitude. La porte de l'immeuble se referma derrière lui dans un souffle léger. Le silence revint, mais rien n'était plus tout à fait pareil. Le lendemain soir, Élise reprit sa routine comme si rien ne s'était passé. Pourtant, son esprit restait hanté par l'image de l'homme élégant croisé la veille. Elle s'était surprise à penser à lui durant la journée, à se demander qui il pouvait être, pourquoi il était descendu de cet étage où si peu de gens avaient accès. Elle avait nettoyé les bureaux, lavé les sols, vidé les poubelles avec une concentration inhabituelle. Oscillant entre le réalisme de sa situation
et l'absurdité de l'idée qui germait en elle. Son uniforme était propre, ses gestes automatiques. Mais quelque chose en elle semblait prêt à se fissurer. La solitude qu'elle portait avec dignité depuis des années lui semblait soudain trop lourde. La perspective de voir Colette souffler ses bougies dans la même atmosphère intime que d'habitude ne suffisait plus. Il fallait une surprise, un geste, une folie. Juste une fois. Ce soir-là, vers 22 heures, alors qu'elle terminait le dernier étage, elle entendit à nouveau le signal de l'ascenseur. Cette fois, elle n'espérait rien. Elle continua de frotter les vitres du couloir jusqu'à ce qu'un pas régulier résonne derrière elle. En se retournant, elle le vit. C'était bien lui. Le même manteau sombre, la même allure assurée. Il semblait absorbé dans ses pensées, les mains dans les poches, le regard lointain. Lorsqu'il passa devant elle, il la salua d'un simple mouvement de tête, sans ralentir. Sans réfléchir, comme portée par un élan incontrôlable, Élise fit 3 pas rapides vers lui. « Excusez-moi, monsieur. » Sa voix tremblait légèrement. Il s'arrêta, se tourna vers elle avec une expression neutre, presque bienveillante. « Oui ?» Elle sentit sa gorge se serrer. Comment dire une chose pareille à un inconnu? Comment justifier une demande aussi étrange sans passer pour une déséquilibrée? Mais le regard qu'il posait sur elle n'était ni moqueur ni impatient. Cela la rassura, juste assez pour qu'elle ose. « J'ai une question un peu étrange. Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr. » Il haussa les sourcils, curieux. « Dites toujours. » Elle inspira profondément, cherchant les mots justes, ceux qui ne trahiraient ni sa détresse ni son espoir. « Ce samedi, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. C'est une femme formidable, elle m'a élevée. Et elle aimerait tellement me voir heureuse, accompagnée. » Elle sentit ses joues chauffer. « Je sais que cela n'a aucun sens, mais accepteriez-vous de venir avec moi, juste pour ce dîner, juste pour lui faire plaisir ?» Il resta silencieux quelques secondes. Pas de rire, pas d'étonnement fin, juste ce regard attentif, presque perplexe. Il semblait peser chaque mot qu'elle venait de prononcer, comme si ce genre de proposition ne lui avait jamais été faite, ce qui était sûrement le cas. « Vous voulez que je me fasse passer pour votre compagnon ?» demanda-t-il enfin, sans ironie. Elle hocha la tête rapidement. « Ce n'est qu'un repas, rien de plus. Je ne vous demanderai rien d'autre. » Un silence s'installa, tendu, mais pas hostile. Élise sentit chaque battement de son cœur résonner dans ses oreilles. Il détourna les yeux un instant, puis les reposa sur elle. « Vous ne me connaissez pas. Je sais. » Sa voix était plus assurée, comme si le fait d'avoir enfin prononcé sa demande la rendait plus forte. « Mais je vous ai vu hier, et ce soir encore. Vous ne m'avez pas ignoré, vous m'avez regardé, pas comme les autres. » Un rictus imperceptible effleura ses lèvres. Il pencha la tête, intrigué. « Et si j'étais dangereux ?» Elle sourit pour la première fois. « Vous n'auriez pas répondu si vous l'étiez. » Un rire bref, sincère, s'échappa de lui. Puis il croisa les bras. « Je n'ai pas de nom, pas d'adresse, rien que vous sachiez sur moi. Et vous m'invitez dans votre famille. C'est une demande unique. Je n'ai personne d'autre. » Cette fois, il put percevoir la sincérité absolue dans sa voix. Il la regarda longuement, puis baissa légèrement les yeux, comme s'il réfléchissait à un détail que lui seul comprenait. Finalement, il fit un pas vers elle. « Très bien. Samedi, quelle heure ?» Élise n'en revenait pas. Elle resta figée, incapable de croire qu'il avait dit oui. « 19 heures. L'adresse est à mon chat. Je peux vous l'écrire. » Il sortit un petit carnet de sa poche, élégant et sobre. Elle nota soigneusement l'adresse et son prénom. « Élise. » Il rangea le carnet. « Moi, c'est Marc, juste Marc. » Et sans ajouter un mot, il sortit du bâtiment, la laissant seule au milieu du hall, le cœur battant la chamade. La porte se referma doucement derrière lui. Cette fois, le silence avait une autre couleur. Le samedi approchait à grands pas, et plus les jours passaient, plus Élise oscillait entre le soulagement d'avoir trouvé une solution à son dilemme et une inquiétude sourde qui s'insinuait en elle à chaque instant de répit. L'homme avait accepté. Marc, juste Marc. Il n'avait rien demandé en retour, aucune explication supplémentaire, aucun détail sur la soirée. Il s'était contenté de noter l'adresse et l'heure, puis était parti comme il était venu, calmement, presque insaisissable. Élise ne savait rien de lui,
et pourtant elle lui avait ouvert une porte vers l'intimité la plus précieuse qu'elle possédait, sa relation avec sa grand-mère. Durant toute la semaine, elle se surprit à le chercher du regard dans les couloirs du bâtiment, à tendre l'oreille au moindre son d'ascenseur. Mais il ne réapparut pas. Aucun signe de lui, aucune confirmation, aucun message. Il n'avait laissé ni numéro ni mail, seulement un prénom et une promesse faite dans un hall silencieux. Colette, de son côté, était ravie. Elle ne cessait de répéter à quel point elle se sentait bénie de pouvoir fêter encore une année entourée d'amour, même si son entourage se résumait à sa petite fille et quelques voisines âgées qui venaient partager un verre de vin et un souvenir ou deux. Élise avait évoqué avec prudence qu'un ami passerait. Le sourire qui s'était dessiné sur le visage ridé de sa grand-mère était à la fois doux et douloureux. Il exprimait tant de choses non dites, l'espoir, la fierté et surtout cette attente silencieuse qu'Élise puisse un jour trouver quelqu'un. Le jour tant attendu arriva. Élise se leva tôt pour nettoyer la maison, préparer les plats préférés de Colette, sortir la vieille nappe brodée que sa grand-mère gardait pour les grandes occasions. Elle avait choisi une robe simple, bleu foncé, qu'elle ne portait presque jamais. Dans le miroir, elle s'observa longuement, incertaine de ce que cette soirée allait devenir. Elle n'attendait pas de miracle, seulement que tout se passe bien, que Marc tienne sa promesse et qu'il joue son rôle sans fausse note. À 19h précise, la sonnette retentit. Le cœur d'Élise fit un bond dans sa poitrine. Elle se précipita vers la porte, l'ouvrit avec précaution, et là, sur le seuil, se tenait Marc. Vêtu d'un manteau beige élégant, un bouquet discret à la main, il la salua d'un sourire léger, presque imperceptible. « Bonsoir, Élise. » Elle le fit entrer sans un mot, encore étonné qu'il soit réellement venu. Marc balaya la pièce du regard, notant les détails avec une attention qu'elle n'attendait pas de quelqu'un comme lui. Lorsqu'il aperçut Colette, il s'avança avec grâce, tendant le bouquet. « Joyeux anniversaire, madame. Je suis Marc, un ami d'Élise. » Colette le fixa quelques secondes, puis prit les fleurs avec un éclat dans les yeux. « Oh, quel charmeur, merci Marc. Entrez, entrez donc. » La soirée se déroula dans une atmosphère étrange et réconfortante. Marc s'adapta immédiatement. Il écoutait Colette avec une attention sincère, riait à ses anecdotes, posait des questions pertinentes sur sa jeunesse, sa vie à Lyon, les petits secrets de famille qu'Élise elle-même ne connaissait pas. Il semblait absorbé, captivé, presque touché par la simplicité et l'humanité du moment. Élise, d'abord tendue, finit par se détendre. Elle observait Marc sous un autre angle. Il ne jouait pas un rôle caricatural, il ne faisait pas semblant. Il était présent, attentif, et par moments, elle surprenait dans son regard une forme de nostalgie, comme s'il regrettait de ne pas avoir connu ce genre de soirée plus tôt. Colette, quant à elle, était aux anges. Elle lançait des clins d'œil complices à sa petite fille, murmurant des « Tu m'avais caché ce trésor-là », à quoi Élise répondait par un sourire gêné, incapable de démêler le vrai du faux dans cette situation improvisée. Après, le repas. Ils s'installèrent tous les trois dans le salon, autour d'une tarte aux pommes maison. Marc semblait plus silencieux, absorbé dans ses pensées. Il observait les photos encadrées sur le mur, les souvenirs figés d'une vie modeste mais riche de liens. Élise remarqua ce silence, mais ne le brisa pas. Elle sentait que quelque chose se jouait en lui, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. À la fin de la soirée, alors que les invités s'étaient dispersés et que Colette montait se coucher, laissant les deux jeunes dans le salon, Marc se tourna vers Élise. « C'était une très belle soirée. Merci de m'avoir invité. » Elle hocha la tête, encore un peu troublée. « Merci d'être venu, je ne pensais pas que vous le feriez. » Il resta silencieux un instant, puis déclara « Parfois, il suffit d'un instant de folie pour se rappeler ce qui compte vraiment. » Elle ne répondit pas. Le silence s'installa à nouveau, mais ce n'était plus un silence gênant. C'était une trêve, une parenthèse suspendue dans le temps. Puis Marc se leva, remit son manteau. « J'espère que votre grand-mère a passé un bon anniversaire. »« Je crois que c'était l'un des plus beaux, » répondit Élise. Il hocha la tête, puis se dirigea vers la porte. Avant de l'ouvrir, il se retourna. « Je passe souvent par ce bâtiment. Peut-être qu'on se recroisera. » Et sans attendre de réponse, il sortit dans la nuit, laissant derrière lui une Élise troublée, bouleversée par ce qu'elle venait de vivre et surtout par ce qu'elle venait de ressentir. Le vent soufflait doucement sur les toits de tuiles de mon chat,
Et dans la petite maison de Colette, une odeur persistante de lavande et de pommes cuites réchauffait l'atmosphère. Les jours qui suivirent à l'anniversaire furent teintés d'un calme inhabituel, comme si quelque chose d'important, d'irréversible, s'était produit sans qu'Élise en ait encore pleinement conscience. Colette, radieuse, ne cessait de reparler du dîner, du charme de Marc, de sa manière d'écouter, de parler avec tact et douceur. Elle semblait rajeunie, plus vive, comme si ce simple repas avait rallumé une étincelle enfouie depuis longtemps. Élise, de son côté, avait du mal à nommer ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas du regret, ni de la honte, ni même de l'inquiétude. Plutôt une forme de trouble diffus, un mélange de gratitude et de questions sans réponse. Marc avait été impeccable, bienveillant, presque parfait dans son rôle. Mais ce qui la troublait, ce n'était pas sa performance. C'était ce qu'elle avait perçu derrière les gestes, dans les silences, dans les regards. Ce n'était pas un homme qui jouait à séduire ou à flatter pour passer le temps. C'était quelqu'un qui, à plusieurs reprises, avait laissé entrevoir une faille, une forme de solitude ou de nostalgie que même un inconnu pouvait ressentir. Elle tenta de chasser ses pensées en se plongeant dans le travail. Les couloirs du bâtiment n'avaient rien changé. Les bureaux étaient toujours en désordre à la fin de la journée, les poubelles débordantes, les vitres pleines de traces. Mais maintenant, chaque étage portait une trace invisible de ce moment partagé. Et chaque soir, lorsqu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur, une part d'elle espérait le revoir. Mais Marc ne réapparut pas. Une semaine passa. Puis, 2. Élise se dit qu'il avait tenu parole, rien de plus. Un service rendu, une parenthèse, un geste de bonté. Il ne lui devait rien, elle le savait. Et pourtant, une nuit, alors qu'elle terminait son tour, elle trouva une petite enveloppe blanche glissée sous la porte d'un des bureaux du dernier étage. Elle n'était pas adressée à quelqu'un en particulier, mais son nom était écrit dessus d'une écriture soignée. Élise l'ouvrit sur place. À l'intérieur, une simple feuille, pliée en deux, quelques lignes. « Merci pour cette soirée. J'aimerais vous inviter à dîner. Pas pour faire semblant, juste pour parler. Marc. » Elle resta longtemps immobile, l'enveloppe dans la main. Elle lut et relut ces mots simples, directs. Ce n'était ni une déclaration, ni une promesse. Juste une main tendue, une invitation à sortir du cadre. Et contre toute attente, ce fut Colette qui insista pour qu'elle accepte. Lorsque Élise, hésitante, lui montra le mot, sa grand-mère haussa les épaules comme si cela allait de soi. « Tu sais, ma petite, on n'a pas souvent 2 occasions de parler à quelqu'un qui nous a regardés sans détour. » Alors Élise accepta. Quelques jours plus tard, un samedi matin, elle retrouva Marc dans un café discret du Vieux-Lyon. Il l'attendait à une table près de la fenêtre, un livre à la main. Lorsqu'elle entra, il la vit immédiatement, se leva et lui sourit. Cette fois, il portait une chemise simple, sans costume ni manteau, comme s'il avait voulu effacer la distance que ses vêtements traçaient entre eux. Ils commandèrent 2 cafés, quelques viennoiseries, et restèrent là, à discuter, longtemps. Marc posait des questions, écoutait vraiment. Il voulait tout savoir de la vie d'Élise. Comment elle en était venue à ce travail, ce qu'elle aimait, ce qu'elle lisait, ce qui lui manquait. Il ne la regardait pas avec pitié ni condescendance, mais avec cette attention sincère, rare, presque déstabilisante. En retour, Élise osa poser quelques questions aussi. Qui était-il en dehors du hall de cet immeuble? D'où venait-il? Pourquoi était-il là ce soir-là? Il répondit avec parcimonie. Pas de détails trop précis, mais une vérité apparente. Il disait aimer marcher seul la nuit, que les soirées calmes le recentraient, qu'il avait eu besoin d'échapper à une réunion interminable et qu'en descendant ce soir-là, il avait simplement voulu respirer. Et puis il l'avait vue. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle sentait que quelque chose changeait. Ce matin-là, il ne jouait pas de rôle. Et elle non plus. Il n'était plus un inconnu, mais il restait mystérieux. Ce contraste l'attirait et l'inquiétait à la fois. Lorsqu'ils sortirent du café, le vent du printemps commençait à se lever. Ils marchèrent côte à côte dans les ruelles pavées, sans se toucher, mais sans distance non plus. Comme 2 lignes parallèles qui, pour une fois, semblaient suivre la même direction. Avant de se séparer, Marc s'arrêta, la regarda droit dans les yeux. « Merci d'être venu. Je voulais voir si vous étiez réel. » Elle sourit, hésita, puis répondit doucement. « Et maintenant ?» Il haussa les épaules, un brin de tristesse dans le regard. « Maintenant, je sais que vous l'êtes.
Et il partit, sans promesse, sans baiser, mais avec une intensité dans les yeux qui laissa Élise debout sur le trottoir, les mains dans les poches, le cœur trop plein pour que les mots aient encore un sens. Le dimanche suivant, le soleil perçait à travers les rideaux tirés de l'appartement d'Élise. Elle s'était réveillée avec une sensation étrange, entre légèreté et trouble, comme si le monde autour d'elle avait changé subtilement de ton. Le souvenir de sa promenade avec Marc la veille, leurs échanges au café, le timbre de sa voix lorsqu'il avait dit vouloir s'assurer qu'elle était réelle, tout cela résonnait encore dans son esprit. Elle s'était couchée sans trouver, le sommeil repassant chaque mot, chaque silence, chaque regard. À 8 heures du matin, alors qu'elle se levait pour préparer un thé pour Colette, son téléphone vibra doucement. Un message. Numéro inconnu. Juste un mot. Café. Elle resta un instant figée, le cœur battant. Ce n'était pas une demande insistante ni une proposition ambiguë. Juste une invitation simple, directe, presque pudique. Elle tapota la réponse sans trop réfléchir. D'accord. Où? La réponse arriva dans la minute. Chez Auguste, rue de 16, 9 heures. Elle s'habilla rapidement, optant pour une tenue discrète mais soignée. Quelque chose d'entre le confort et l'élégance. Elle embrassa Colette, qui n'insista pas sur les détails. Elle semblait avoir compris que certaines histoires ne s'expliquent pas trop tôt. Le café Auguste, modeste et lumineux, avait une ambiance feutrée ce matin-là. Quelques clients feuilletaient des journaux. Une vieille chanson de Charles Trenet flottait en fond sonore. Marc était déjà installé à une table d'angle, une tasse de chocolat fumant devant lui. Il se leva lorsqu'il la vit entrer. Puis, lui tira une chaise avec un sourire. Elle s'assit, un peu nerveuse, mais plus à l'aise que la dernière fois. Il avait cet effet-là sur elle. Il désarmait la peur sans l'effacer, il rendait le doute supportable. Le serveur prit leur commande, puis s'éclipsa. Marc croisa les mains, posa les coudes sur la table. « Je suis content que vous soyez venu. » Elle hocha la tête. « Moi aussi. Je ne savais pas si c'était une bonne idée. »« Ce ne sont jamais de bonnes idées, les choses importantes, » répondit-il sans détour. « Mais si on attend que tout soit rationnel, on ne vit jamais rien. » Le silence qui suivit ne fut pas pesant. Il était comme un souffle entre deux confidences. Élise prit une gorgée de son café, puis le regarda dans les yeux. « Pourquoi moi ?» Marc prit le temps de répondre. Il semblait peser chacun de ses mots, comme s'il cherchait à ne pas mentir, mais aussi à ne pas trop dire. Parce que vous ne m'avez pas regardé comme les autres, parce que dans votre demande, il n'y avait ni calcul, ni ambition, seulement une vérité simple. J'avais besoin de ça. Elle fronça légèrement les sourcils. Besoin? Oui, de quelque chose de vrai. Il marqua une pause. Vous m'avez offert une soirée où je n'étais pas Marx que les gens voient. J'étais juste un homme, à une table, dans une maison, avec deux femmes qui riaient de souvenirs d'enfance. C'était précieux. Élise resta silencieuse. Une part d'elle voulait en savoir plus. Une autre avait peur de découvrir une vérité trop grande, trop éloignée de la sienne. Mais Marc semblait prêt à parler à sa manière. « J'ai grandi dans un monde très différent du vôtre. Tout a toujours été rapide, exigeant. Le succès, les responsabilités, les attentes. J'ai fondé une entreprise jeune. J'ai réussi. Trop vite, peut-être. Et un jour, je me suis réveillé incapable de me rappeler la dernière fois que j'avais partagé un vrai moment. » Il baissa les yeux. « Puis je vous ai rencontré. » Elle sentit un frisson la traverser. Il n'y avait rien de romantique dans son ton. Rien d'appuyé, juste une confession nue, presque douloureuse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix posée. « Maintenant, je voudrais continuer à apprendre, à comprendre, pas vous séduire, pas vous impressionner, juste vous connaître. » Elle acquiesça lentement. Il n'y avait pas de jeux entre eux, pas de rôle. Et cela, plus que tout, la déstabilisait. Elle avait toujours cru qu'un homme comme lui ne pouvait pas vraiment s'intéresser à une femme comme elle. Pas pour autre chose qu'un caprice ou un divertissement. Mais là, face à lui, elle sentait que c'était autre chose. Une rencontre d'âme, peut-être. Ou simplement deux solitudes qui se reconnaissaient. Ils continuèrent à parler. De livres, de films, de souvenirs d'enfance. Il évoqua sa mère disparue trop tôt et son père toujours distant. Elle parla de Colette, de ses sacrifices, de leur complicité. Ils rirent aussi. Beaucoup. Élise découvrait un homme drôle, parfois maladroit, passionné par des sujets inattendus, comme l'architecture des gares ou la poésie japonaise. Il l'écoutait,
la questionnait sans jamais la mettre mal à l'aise. Quand ils quittèrent le café, 2 heures avaient passé. Dehors, le soleil brillait franchement. Ils marchèrent un peu sans destination jusqu'à un petit parc. Là, ils s'assirent sur un banc, observant les passants, les enfants qui jouaient, les chiens en laisse. Le monde tournait, paisible. Marc brisa le silence. « J'aimerais vous revoir. Pas dans un café, pas dans une mise en scène, peut-être dans votre monde, là où vous vivez. » Élise sourit, cette fois sans retenue. « Il est petit, mon monde, et pas très brillant. Il est réel, et c'est tout ce que je cherche. » Ils se quittèrent sur cette phrase. Pas de promesses, pas d'illusions. Seulement 2 êtres qui avaient commencé à se voir sans masque. Et c'était peut-être pour la première fois le début de quelque chose. Les jours suivants semblèrent flotter dans une bulle de légèreté fragile pour Élise. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment nouveau, une énergie qu'elle ne connaissait pas. Son travail, bien qu'aussi pénible qu'à l'accoutumée, lui paraissait plus supportable. Elle nettoyait les couloirs, passait l'aspirateur dans les bureaux, changeait les sacs poubelles avec plus de calme, presque avec un sourire discret. Ce n'était pas que sa vie avait radicalement changé, mais plutôt que quelque chose en elle s'était déplacé. Comme si, pour la première fois, elle regardait le monde en pensant qu'il lui appartenait peut-être un peu. Marc n'était pas devenu une habitude, ni même une certitude. Il s'était revu 2 fois depuis le petit déjeuner, toujours dans des contextes simples, sans attente ni pression. Une promenade au parc de la Tête d'Or, une visite dans une librairie, un chocolat partagé en silence au bord du Rhône. Il ne parlait jamais trop de lui, et lorsqu'elle posait des questions, il répondait par fragments, laissant deviner un homme occupé, souvent sollicité, mais désireux de créer un espace hors de tout cela, juste pour elle, juste pour eux. Élise respectait cette pudeur, cette frontière floue qu'il traçait entre son quotidien et le reste. Peut-être par peur d'en demander trop, peut-être aussi parce qu'elle sentait que le mystère faisait partie de ce qui les liait. Mais une nuit, alors qu'elle travaillait plus tard que d'habitude, un imprévu allait bouleverser cette fragile harmonie. Le responsable de l'entretien était malade, et Élise avait été priée de prendre en charge le nettoyage d'un étage qu'elle ne faisait jamais, le dernier réservé au bureau de direction, habituellement inaccessible sans autorisation. Ce soir-là, pourtant, une des portes était restée entr'ouverte. Elle entra prudemment, balai en main pour ne pas déranger ce qui semblait être un bureau désert. La pièce était grande, élégante, avec des baies vitrées qui donnaient sur toute la ville. Un bureau de bois massif trônait au centre, et, sur celui-ci, des papiers, un ordinateur encore allumé, une tablette graphique, quelques revues. Élise hésita à toucher quoi que ce soit, mais se pencha sur la table pour mieux voir où passait son chiffon. C'est là qu'elle la vit. La couverture d'un magazine posée là, presque négligemment, attira son regard. Elle ne put s'empêcher de s'approcher. Le titre en lettres dorées, « L'innovation française ». Et sur la photo, en pleine page, le visage de Marc. Son regard sérieux posé, sa silhouette droite dans un costume sombre. Et juste en dessous, un nom en lettres capitales, Marc Delacroix, PDG de Syntex, l'esprit derrière la révolution numérique. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle prit la revue, les mains tremblantes. Le texte parlait de sa carrière fulgurante, de la start-up qu'il avait fondée à l'âge de 24 ans, de son influence croissante dans le domaine technologique, de ses interventions dans des conférences à l'international. Des paragraphes entiers décrivaient son génie, sa stratégie, sa fortune. Il était présenté comme l'un des hommes les plus influents de sa génération. Elle resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre, incapable de détacher les yeux de cette image qui trahissait tout ce qu'elle croyait savoir. Ce n'était pas seulement un homme différent, discret, mystérieux. C'était un homme du sommet, du pouvoir, du monde qu'elle ne connaissait que par les journaux. Un monde qui ne l'avait jamais regardé. Un monde qui, selon elle, ne voulait rien savoir des gens comme elle. La colère monta en elle, lente et douloureuse. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi avait-il accepté ce dîner? Pourquoi? Ses cafés, ses promenades, ses regards sans jamais révéler la vérité? Était-ce un jeu, une distraction? Avait-il ri d'elle en silence, amusé par la naïveté d'une femme de ménage qui croyait l'avoir rencontrée par hasard? Elle sentit une brûlure derrière les yeux, une rage froide qu'elle n'avait jamais connue. Elle posa le magazine, doucement comme s'il était sale.
Puis, sans finir son travail, elle quitta le bureau, descendit les escaliers à toute allure, sortit dans la nuit sans se retourner. Dehors, l'air était glacé, mais elle ne le sentait pas. Elle marchait vite, sans destination, avec cette pensée qui tournait en boucle. Elle avait cru pour une fois qu'elle pouvait appartenir à quelque chose d'autre. Et tout cela n'avait été qu'une illusion. Le lendemain, elle n'alla pas travailler. Elle resta chez elle, silencieuse, Colette l'observant sans oser poser trop de questions. Lorsqu'elle finit par lui parler de ce qu'elle avait vu, sa grand-mère resta silencieuse, pensive. Puis elle dit doucement « Peut-être qu'il t'a caché cela parce qu'il ne savait pas comment être lui-même devant toi. » Mais Élise ne voulait pas entendre. Ce n'était pas une excuse. La confiance avait été rompue. Elle ne voulait plus être cette femme à qui on cache des vérités par peur de la choquer. Elle voulait être vue, entière, pas protégée. Elle prit alors une décision. Elle allait le confronter. Non pas pour obtenir des explications, mais pour dire ce qu'elle avait à dire. Et tourner la page, s'il le fallait. Car même si son cœur hurlait encore de douleur, elle savait qu'elle méritait mieux que des demi-vérités. Le bâtiment semblait plus froid que d'habitude lorsqu'Élise y retourna. Les murs gris paraissaient plus hauts, les couloirs plus longs, comme si chaque détail de l'endroit où elle avait travaillé pendant des années conspirait à accentuer le sentiment de trahison qui l'habitait. Elle n'avait pas dormi depuis 2 jours. Chaque tentative de fermer les yeux ramenait l'image du visage de Marc sur la couverture du magazine, cette posture assurée, ce regard qu'elle croyait connaître, désormais figé dans une réalité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle n'avait pas cherché à l'appeler, ni à lui envoyer un message. Ce qu'elle avait à dire ne pouvait pas se transmettre à travers un écran. Elle voulait voir ses yeux, mesurer son silence, confronter cette duplicité à la lumière du jour. C'était une décision prise avec la même impulsivité que celle de leur première rencontre. Mais cette fois, elle était mûrie par la douleur et non par l'espoir. Le jardin suspendu de l'immeuble, un espace verdoyant réservé à la direction, était accessible par une passerelle discrète. Élise n'y avait jamais mis les pieds, mais elle savait que Marc aimait s'y rendre lorsqu'il cherchait le calme. Plusieurs fois, elle l'avait aperçu par les baies vitrées, immobile sur un banc, les yeux perdus dans le feuillage. C'est là qu'elle choisit de l'attendre, tôt le matin, bien avant l'heure habituelle des réunions. Elle s'installa sur le banc en pierre, entourée de buissons taillés au cordeau, d'arbres soigneusement entretenus, d'un silence apaisant que seule sa colère venait troubler. Elle resta là, droite, le dos tendu, la mâchoire crispée, incapable de penser à autre chose qu'à l'injustice qu'elle ressentait. Elle lui avait fait confiance. Elle l'avait invité dans son monde, et lui, il lui avait caché tout un pan de sa vie, celui qui expliquait tout, celui qui aurait pu tout changer. Vers 9 heures, elle le vit apparaître. Il entra sans remarquer sa présence, les yeux sur son téléphone, puis leva la tête. Lorsqu'il l'aperçut, il s'arrêta net. Aucun sourire, aucun mot. Il comprit immédiatement. « Élise », dit-il simplement. Elle se leva lentement, le fixa droit dans les yeux. « Alors c'était toi, Marc Delacroix, PDG de Syntex. » Il ne nia pas. Il ne chercha pas d'excuses. Il avança d'un pas, les mains ouvertes. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. » Elle secoua la tête. « Tu ne voulais pas que je l'apprenne du tout. Tu pensais quoi, que tu pourrais continuer à jouer à l'homme mystérieux, que je ne poserais jamais de questions ?»« Non, répondit-il. Je savais que ça arriverait. Je ne savais juste pas comment t'en parler sans tout briser. » Elle ria, un rire court, amer. « C'est pourtant ce que tu as fait, Marc. Tu as tout brisé en choisissant de te taire. Tu m'as laissé croire que j'avais rencontré un homme comme les autres, que ce qu'on vivait était vrai. » Il baissa les yeux, puis les releva avec douceur. « Ce qu'on vivait est vrai. Je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais. J'ai juste voulu un moment hors du monde, sans titre, sans regard. » Elle le regarda longuement, cherchant une faille, une once de regret véritable. « Et tu pensais que moi, je pouvais vivre dans ce monde-là, que je pouvais t'offrir cette parenthèse, et ensuite redevenir invisible. » Il avança encore lentement, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Je ne te vois pas comme invisible. Tu es la première personne depuis longtemps à m'avoir regardé comme un être humain. » Elle serra les poings. « Alors pourquoi m'avoir caché qui tu es ? Parce que quand les gens savent, tout change. Je suis toujours jugé, toujours attendu, et avec toi, je n'avais rien à prouver.
Je pouvais juste être. Un silence s'installa. Le vent agita doucement les feuilles. Élise sentit une larme glisser sur sa joue, mais elle ne la balaya pas. Elle resta droite, fière, blessée mais lucide. « Je ne peux pas te faire confiance, Marc, pas après ça. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix plus basse, il dit « Je comprends et je suis désolé. Plus que tu ne peux. L'imaginer. » Elle le contourna lentement puis s'arrêta à la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Je t'ai invité chez moi. Je t'ai montré ce que j'ai de plus précieux. Et toi, tu m'as caché ce que tu étais vraiment. » Puis elle sortit sans se retourner. Ce soir-là, elle rentra chez elle en silence. Colette l'attendait, assise près de la fenêtre, les aiguilles à tricoter immobiles dans ses mains. Lorsqu'elle vit le visage fermé d'Élise, elle ne posa pas de questions. Elle se contenta de lui tendre une tasse de tisane chaude et elles restèrent là ensemble, sans mots, jusqu'à ce que la nuit tombe, car certaines douleurs n'ont pas besoin d'être racontées. Elles se partagent en silence, dans la chaleur fragile d'une présence aimante. Le printemps avançait à pas lents, mais dans le cœur d'Élise, rien ne semblait s'éveiller. Depuis l'affrontement dans le jardin suspendu, elle avait évité soigneusement tous les lieux, toutes les rues, tous les horaires où elle risquait de croiser Marc. Chaque souvenir de lui la blessait avec une précision presque chirurgicale, non pas parce qu'ils avaient vécu, mais parce qu'il avait tué, parce qu'il avait volontairement laissé dans l'ombre. Elle continuait son travail sans un mot de plus que nécessaire, exécutant ses tâches comme une machine bien huilée. L'élan de joie qu'elle avait connu pendant ces quelques semaines semblait maintenant appartenir à une autre vie, une autre version d'elle-même, qu'elle regardait avec une forme de mépris désabusé. À la maison, Colette observait sa petite fille avec une inquiétude qu'elle ne dissimulait plus. Elle ne posait pas de questions, mais ses silences devenaient lourds, ses gestes plus lents. Elle qui, peu de temps auparavant, avait retrouvé un éclat de jeunesse, semblait maintenant plus fragile, comme si elle avait senti que quelque chose d'irréversible s'était brisé chez Élise. Un matin, alors qu'Élise se préparait à partir, elle trouva Colette encore au lit, chose inhabituelle. Lorsqu'elle s'approcha pour lui proposer de l'eau, elle remarqua le teint pâle, les traits tirés, une fatigue visible dans les yeux de sa grand-mère. Colette tenta de se redresser, mais son corps refusa. Une douleur la traversa, et elle poussa un léger gémissement qui glaça le sang d'Élise. Elle appela aussitôt une ambulance, la voix tremblante, le souffle court. Les minutes qui suivirent furent floues, comme dans un rêve trop rapide. Les ambulanciers arrivèrent, professionnels et rassurants, la placèrent sur un brancard, lui administrèrent de l'oxygène. Élise monta avec eux sans réfléchir, la main crispée sur celle de Colette qui, malgré tout, gardait un léger sourire aux lèvres. « Ce n'est rien, ma chérie. Je suis juste un peu fatiguée. » Mais Élise savait. Elle connaissait ce sourire-là, celui qu'on porte pour rassurer les autres quand la peur est trop grande. Elle le connaissait parce qu'elle-même l'avait souvent utilisé. À l'hôpital, tout s'enchaîna rapidement. Analyse, examen, électrocardiogramme. Le diagnostic tomba dans une salle blanche au néon cru. Une chute sévère pendant. La nuit, combinée à une fragilité osseuse avancée, avait provoqué une fissure au bassin. Rien de mortel, assurèrent les médecins, mais l'immobilisation serait longue, la convalescence délicate. Élise resta à son chevet toute la journée, tenant sa main, lui lisant des passages de son roman préféré, lui parlant doucement pour chasser l'angoisse. Elle refusait de laisser place à la panique. Elle devait être forte pour deux, mais à l'intérieur, c'était un ouragan silencieux. Le soir, alors qu'elle sortait de la chambre pour appeler l'agence de soins à domicile, elle aperçut une silhouette familière dans le couloir. Marc, assis sur une chaise en plastique, la tête baissée, les mains jointes, immobile. Elle s'arrêta net. Il leva les yeux, la vit, se leva lentement. Il ne semblait pas surpris. Il n'y avait pas de honte dans son regard, seulement une inquiétude vraie, palpable. Je l'ai su par l'immeuble. Une des secrétaires m'a dit que vous étiez parti précipitamment ce matin. J'ai insisté pour savoir ce qui se passait. Élise voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Elle n'avait pas la force de le repousser, pas maintenant. Et dans ses yeux, il n'y avait ni attente ni justification. Juste la volonté d'être là. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, la voix basse. « Elle va rester ici quelques jours. Ensuite, elle aura besoin d'aide à la maison. » Il hocha la tête. «
J'ai attendu dehors plusieurs heures. Je ne savais pas si j'avais le droit d'entrer. Elle le regarda longtemps, cherchant une raison de lui dire de partir. Mais il était là, malgré tout. Il avait su, et il était venu. Il aurait pu l'ignorer, se contenter d'une pensée. Il avait choisi de se déplacer, de s'asseoir dans ce couloir froid, sans savoir s'il la reverrait. « Elle dort », dit Élise enfin. « Tu peux entrer un moment. » Marc entra doucement, sans bruit, comme on entre dans un sanctuaire. Il s'approcha du lit, regarda le visage pâle de Colette, puis lui prit la main. Élise resta à la porte, observant la scène, partagée entre la douleur et une forme de reconnaissance. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un geste. Après quelques minutes, Colette ouvrit les yeux. Elle vit Marc et un léger sourire étira ses lèvres. « Ah, vous êtes revenu » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, je suis désolée de ne pas avoir été plus honnête. » Elle pressa faiblement sa main. « Ce qui compte, c'est d'être là maintenant. » Puis elle regarda Élise. « Vous devriez parler tous les deux. J'ai besoin de repos. Et vous avez besoin de vous comprendre. » Élise resta figée, les larmes aux yeux. Ce n'était pas une demande, c'était une bénédiction. Sa grand-mère, même affaiblie, voyait plus loin qu'elle. Ils quittèrent la chambre ensemble. Le couloir était vide. Marc s'arrêta, la regarda sans dire un mot. Cette fois, elle ne s'éloigna pas. Elle resta là, immobile, le cœur battant, incapable de dire si elle allait pardonner ou fuir. Mais une chose était certaine, l'histoire qu'ils partageaient n'était pas terminée. Pas encore. Après le retour à la maison, Élise s'efforça de ne pas laisser ses émotions gouverner ses journées. Colette, toujours affaiblie, mais doucement en convalescence, avait désormais besoin d'assistance pour les gestes les plus simples. Élise avait aménagé leur salon pour y installer un lit médicalisé, et l'endroit, autrefois rempli de souvenirs et de chaleur, s'était transformé en un espace de soins et de vigilance. Les routines se succédaient sans relâche, pansements, médicaments, repas adaptés, exercices de rééducation. Elle ne se plaignait pas. Prendre soin de sa grand-mère n'était pas un fardeau, mais une évidence. Pourtant, quelque chose en elle s'était figé depuis cette nuit à l'hôpital. La conversation avec Marc, les regards échangés, les mots qu'il n'avait pas trouvés, tout cela formait un silence épais entre ses pensées. Marc ne s'était pas imposé. Après cette visite à l'hôpital, il n'avait pas cherché à la contacter de nouveau. Il respectait cette distance qu'Élise semblait avoir besoin de maintenir. Elle ne savait pas encore si c'était du respect ou de la peur de la blesser à nouveau, mais elle reconnaissait dans cette absence une forme de prudence qu'elle n'attendait pas de lui. Cela lui permettait de réfléchir, de penser ses blessures intérieures, de reconstruire ce qu'elle croyait perdu. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait les étagères du salon pour faire de la place aux nouveaux équipements médicaux, Élise souleva un vieux cadre photo en bois. C'était un portrait d'elle et de Colette, pris un été lointain dans un champ de lavande. Elle avait alors 14 ans et le sourire de sa grand-mère rayonnait d'une force tranquille. Elle essuya la poussière sur le verre, fit glisser l'arrière du cadre pour le nettoyer. Et c'est là qu'elle découvrit un papier plié en 4, jauni par le temps. Une lettre. Les mains tremblantes, elle la déplia et reconnut immédiatement l'écriture de Colette, ferme mais arrondie, reconnaissable entre toutes. La date en haut du papier remonta à plusieurs années. Peut-être qu'elle avait écrit cette lettre dans un moment de solitude ou d'inquiétude, sans jamais l'avoir donnée. Élise lut lentement, chaque mot frappant son cœur avec une tendresse douloureuse. « Ma petite Élise, je ne sais pas si tu trouveras un jour cette lettre, mais si c'est le cas, c'est que j'ai sans doute oublié de te dire quelque chose d'important. Je te regarde chaque jour grandir, devenir cette femme courageuse, droite, fière, et je me dis que ton cœur mérite plus que ce que la vie t'a donné jusqu'à maintenant. Tu as porté bien des poids sans jamais te plaindre. Tu as donné sans compter, sans jamais attendre en retour. Mais un jour, j'espère que quelqu'un verra ce que moi je vois. Quelqu'un qui comprendra que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les gestes sincères, dans les silences habités de présence, dans les regards qui ne jugent pas. Ce que je souhaite pour toi, ce n'est pas qu'un prince ni un sauveur. Juste une main qui saura tenir la tienne sans te faire sentir petite. Quelqu'un qui verra derrière ta modestie ta grandeur. Tu es lumière, Élise, et tu mérites quelqu'un qui n'a pas peur de briller avec toi. Ta grand-mère qui t'aime,
Colette. La lettre trembla entre ses doigts alors qu'elle retenait difficilement ses larmes. Ces mots venaient d'un autre temps, mais ils tombaient avec une justesse effrayante sur le présent. Colette avait vu bien avant elle ce qu'elle refusait d'admettre, qu'elle n'était pas faite pour se cacher, qu'elle méritait elle aussi d'être regardée, choisie, aimée pour ce qu'elle était, et non malgré ce qu'elle n'était pas. Elle relut la lettre encore une fois, puis la serra contre sa poitrine. Cette voix venue du passé, plus claire que toutes celles qu'elle avait entendues ces dernières semaines, venait de dénouer quelque chose en elle. Ce n'était pas un pardon automatique pour Marc, ni une réconciliation précipitée, mais une prise de conscience. Jusqu'à présent, elle s'était laissée définir par les circonstances, par la modestie de sa vie, par la peur de ne pas être à la hauteur. Mais si sa grand-mère croyait en elle, si elle avait vu cette lumière, alors peut-être que d'autres pouvaient la voir aussi. Peut-être que Marc, avec toutes ses fautes, avait vu ce qu'elle-même avait trop longtemps ignoré. Elle rangea la lettre dans une petite boîte qu'elle plaça à côté du cadre restauré. Puis elle alla retrouver Colette, toujours assoupie dans le lit du salon. Elle s'assit à ses côtés, prit sa main dans la sienne. Ce n'était pas encore le moment de tout changer, mais quelque chose avait commencé à se redessiner en elle. Une intention, une direction. Lorsque la nuit tomba, elle s'assit sur le balcon, observa les lumières de la ville. Elle pensa à Marc, à ses silences, à ses gestes, à ses erreurs. Et elle pensa surtout à ce que Colette avait écrit, qu'elle méritait d'être aimée sans être diminuée. Il était peut-être temps de revoir les choses, non plus à travers les blessures, mais à travers ce que cette lettre avait réveillé. Une envie de vérité, de regard juste, de courage. Il lui restait encore beaucoup à comprendre. Mais ce soir-là, Élise ne se sentait plus perdue. Elle se sentait prête. Les jours qui suivirent la découverte de la lettre furent empreints d'un silence différent. Ce n'était plus le mutisme douloureux de la déception, ni le repli sur soi d'une âme blessée. C'était un silence habité, dense, où Élise laissait les mots de sa grand-mère infuser en elle, comme une encre, effaçant peu à peu les traces de ses peurs. Elle s'occupait de Colette avec la même tendresse qu'avant, mais désormais quelque chose dans sa posture, dans son regard, dans ses gestes, laissait deviner une mue discrète. Elle ne s'était pas transformée soudainement, mais une brèche s'était ouverte, et par cette fente le monde semblait entrer différemment. La lettre, bien rangée dans la boîte aux souvenirs, ne la quittait plus vraiment. Elle la relisait parfois le matin, comme un rituel, pour ne pas oublier ce que ces mots lui avaient redonné, la permission de rêver. Elle repensait à Marc, aux moments sincères qu'ils avaient partagés, aux maladresses aussi, mais surtout à la manière dont il l'avait regardé, sans détour, avant que le masque social ne se brise. Il y avait eu du vrai malgré tout, et ce vrai-là, elle ne voulait plus le fuir. Un soir, alors qu'elle déposait une tisane sur la table de chevet de Colette, celle-ci, d'une voix faible mais décidée, dit « Tu devrais le revoir ». Élise s'arrêta net. « Tu parles de Marc ?»« Bien sûr que je parle de Marc. Tu crois que je ne vois rien, moi? Il est venu sans être invité. Il est resté quand tu ne voulais plus le voir. Ce n'est pas un homme qui fuit quand les choses deviennent difficiles. Et ça, c'est rare. » Élise sourit, attendrie mais encore hésitante. « Je ne sais pas s'il voudrait encore me voir. » Colette la fixa longuement. « Tu es bien la seule à croire ça. » Cette nuit-là, Élise ne dormit presque pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts, à fixer le plafond. Quelque chose en elle s'agitait, une impulsion nouvelle, née de la fatigue d'attendre que le destin décide à sa place. Elle repensa à ce que Marc avait dit, à sa crainte d'être aimé pour ce qu'il possédait plutôt que pour ce qu'il était. Peut-être qu'elle aussi avait eu peur, peur de ne pas être assez. Peur de croire qu'un homme comme lui puisse, même imparfaitement, la choisir vraiment. Au matin, elle alluma son ordinateur. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle se laissa guider par une intuition. En tapant le nom de Marc dans le moteur de recherche, des dizaines d'articles apparurent. Des conférences, des interviews, des portraits de lui dans les magazines économiques. Parmi eux, une annonce attira son attention. Il allait intervenir dans un événement public de technologie. Une conférence annuelle à Lyon, ouverte à tous, prévue pour le samedi suivant. Il prendrait la parole en fin de journée pour clôturer la session principale. L'entrée était libre. Elle hésita longuement. Ce serait étrange, peut-être déplacé. Mais elle sentait que ce n'était pas seulement une question de curiosité, c'était un besoin de vérité. Voir Marc dans son monde,
dans son environnement réel, là où il ne jouait pas un rôle pour elle. Elle voulait le regarder comme il était, sans filtre, sans fantasme, et peut-être au fond comprendre si ce qu'ils avaient partagé pouvait survivre à la lumière crue de la réalité. Elle s'habilla simplement. Un chemisier clair, un pantalon sobre, des cheveux attachés en chignon. Pas pour paraître, mais pour se sentir droite, présente, assumée. Elle embrassa Colette, lui dit qu'elle avait quelque chose à faire. Sa grand-mère ne posa pas de questions, elle sourit seulement. L'auditorium était immense. Une architecture de verre et d'acier, moderne, froide. Élise se sentit minuscule parmi la foule qui affluait, composée d'hommes et de femmes en costume, badges au cou, smartphones à la main. Elle s'installa au fond de la salle, presque invisible, le cœur battant trop fort pour qu'elle puisse se concentrer sur les discours précédents. Elle attendait une seule chose, voir Marc, non pas comme l'homme du hall ou du café, mais comme celui que tout le monde ici semblait admirer. Enfin son nom fut annoncé. Marc Delacroix monta sur scène, vêtu d'un costume sombre, sobre, les épaules droites, le regard calme. Il salua la salle, entama son discours d'une voix posée, articulée. Il parlait de technologie, d'avenir, de responsabilité sociale. Élise écoutait, fascinée. Elle reconnaissait ses gestes, sa manière de réfléchir, mais quelque chose d'autre se révélait maintenant. Une maîtrise, une vision, une force tranquille. Puis alors que tout semblait suivre un script parfaitement rodé, il fit une pause. Regarda la salle en silence, le micro toujours en main. J'aimerais conclure cette intervention d'une manière un peu différente, pas avec des chiffres ni des projets, mais avec une histoire. Un murmure parcourut l'assemblée. Marc leva les yeux et sa voix devint plus douce. Il y a peu de temps, une femme m'a invité à dîner. Ce n'était pas dans un grand restaurant. Ce n'était pas pour parler de contrat ni de stratégie. C'était un dîner simple, dans une maison modeste, pour fêter un anniversaire. Ce soir-là, j'ai découvert ce que c'était que d'être regardé pour ce que l'on est, et non pour ce que l'on représente. Cette femme ne savait rien de moi. Et pourtant, elle m'a offert quelque chose de rare. Un moment vrai. Le silence dans la salle était total. Élise sentit sa gorge se nouer. Ce que j'ai compris ce soir-là, c'est que la réussite ne vaut rien si elle nous coupe des autres, si elle nous empêche de reconnaître ce qui est essentiel. J'ai menti par omission, j'ai eu peur d'être jugé, mais ce que je veux, maintenant, c'est apprendre à ne plus me cacher. Il marqua une dernière pause, puis termina simplement, parce que ce qui compte au fond, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on partage. Les applaudissements éclatèrent, longs, nourris, impressionnés. Mais Élise ne bougea pas. Elle resta assise, immobile, les yeux embués. Elle savait qu'il parlait d'elle. Il n'avait pas dit son nom, mais il avait parlé au cœur. Et ce cœur-là, elle le reconnaissait. Quand la salle se vida peu à peu, elle resta encore un moment. Puis elle se leva, plus droite que jamais. Ce soir, elle avait vu Marc tel qu'il était, et au fond d'elle, quelque chose venait de se décider. Quand Élise sortit de l'auditorium, le jour s'était déjà teinté des premières ombres du soir. Les vitres du bâtiment reflétèrent les couleurs du ciel en déclin, et l'agitation autour d'elle contrastait avec le calme intérieur qu'elle commençait à ressentir. Les gens discutaient encore de l'intervention de Marc, impressionnés par sa sincérité, touchés par ce moment inattendu où un PDG reconnu avait mis de côté ses discours techniques pour parler de quelque chose de profondément humain. Pour elle, ce n'était pas une surprise. Elle avait toujours pressenti que derrière les silences de Marc, derrière ses hésitations et ses choix parfois maladroits, se cachait une vérité bien plus grande que ce qu'il osait avouer. Elle restait debout, un instant figée sur les marches de l'escalier principal, observant les silhouettes pressées s'éloigner dans toutes les directions. Ce moment qu'elle venait de vivre avait une densité particulière, comme si le temps s'était brièvement suspendu. Elle avait vu Marc dans son monde, celui des grandes idées et des responsabilités écrasantes. Mais elle y avait aussi vu un homme seul sur scène qui avait choisi de parler d'elle, non pour l'exposer, mais pour rendre visible une chose, invisible, le lien qu'ils avaient partagé. Ce discours public, en plein cœur de sa sphère professionnelle, était une déclaration. Pas une déclaration d'amour romantique ou spectaculaire, mais quelque chose de plus vrai, plus nécessaire. Une reconnaissance, un appel. Poussée par une intuition, Élise décida de ne pas rentrer tout de suite.
Elle connaissait l'endroit, savait que derrière l'auditorium se trouvait un jardin intérieur, un espace rarement fréquenté, conçu pour les conférenciers et les invités privilégiés. Elle contourna le bâtiment, longea les panneaux d'exposition, puis aperçut la verrière qui donnait sur la serre vitrée, au fond du complexe. La lumière à l'intérieur était tamisée, chaude, contrastant avec la fraîcheur du soir. Elle poussa la porte silencieusement. Il était là. Marc se tenait devant une grande plante tropicale, dos à l'entrée, les mains dans les poches. Il semblait perdu dans ses pensées, l'air moins triomphant que sur scène, comme s'il venait de se dépouiller de quelque chose de lourd. Lorsqu'elle referma la porte derrière elle, il se retourna lentement. Il ne sembla pas surpris. Il ne dit rien immédiatement, mais un soulagement perceptible traversa ses traits. « Tu étais là », dit-il simplement. Élise s'avança, lentement, puis s'arrêta à quelques pas. « Oui. » Un silence flotta entre eux, mais cette fois, ce silence n'était plus une barrière. C'était une attente partagée. « Tu as parlé de moi. » Il hocha la tête. C'était la seule manière que j'ai trouvée pour te dire ce que je ne savais pas te dire en face. Elle le fixa droit dans les yeux. « Pourquoi maintenant ?» Il prit une grande inspiration. « Parce que j'ai compris que si je ne le faisais pas maintenant, je te perdrais pour de bon. Et je ne veux pas. Pas comme ça. Pas après ce qu'on a vécu. » Il s'approcha doucement, jusqu'à ne plus être qu'à un souffle d'elle. « J'ai eu peur. Peur que tu ne veuilles plus rien entendre. Peur que tout soit trop tard. Mais même si c'est le cas, je voulais au moins que tu saches que ce n'était pas un jeu, que rien de tout ça ne l'était. » Élise le regarda longtemps. Elle cherchait dans ses yeux une trace de doute, de manipulation, mais elle n'y vit que de la vulnérabilité. Cette même vulnérabilité qu'elle avait perçue lors de leur premier café, lorsqu'il lui avait parlé de solitude, sans le dire clairement. « Je ne suis pas venu ici pour t'applaudir, Marc. » Il acquiesça, acceptant ses mots sans se défendre. « Je suis venu parce que je voulais voir si tu étais capable de vérité, et tu l'as été. Mais ça ne suffit pas. Je sais. » Sa voix était basse mais assurée. « Mais c'est un début. » Ils restèrent là, face à face, dans cette serre silencieuse, entourée de plantes exotiques et de lumière douce. Puis Élise fit un pas vers lui. « Tu m'as fait mal, parce que tu ne m'as pas cru capable d'encaisser la vérité, parce que tu as préféré m'offrir une version de toi qui ne t'engageait à rien. » Marc ferma brièvement les yeux, comme si chaque mot laissait une trace. « Et pourtant, » reprit-elle, « malgré tout ça, je suis là, parce que je ne veux plus vivre dans la peur, parce que je veux croire qu'on peut commencer autrement. » Un souffle sembla passer entre eux, un mouvement imperceptible de relâchement, de paix retrouvée. Marc tendit lentement la main, sans s'insister. Élise la regarda un moment, puis la prit. « On repart de zéro ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle. « On repart d'ici, avec tout ce qu'il y a eu. » Il serra doucement sa main, et ils restèrent ainsi, côte à côte, dans la lumière dorée de la serre. Il n'y avait plus de masque, plus de rôle à jouer. Ils étaient deux personnes, blessées, lucides, mais décidées à avancer ensemble. Et c'était bien plus qu'un recommencement. C'était un choix. La serre était devenue un abri, inattendu. Là où le verre retenait la chaleur et la lumière tamisée enveloppait les feuilles exotiques, Élise et Marc restèrent encore un long moment, main dans la main, sans prononcer un mot de plus. C'était comme si le tumulte des semaines précédentes avait enfin trouvé un espace pour s'apaiser, un terrain neutre, où ils pouvaient se rencontrer sans bruit, sans défense. Il n'y avait plus de colère dans le regard d'Élise, plus de peur non plus. Et chez Marc, on ne trouvait plus cette tension constante, ce besoin de tout contrôler, de tout cacher. Il était là, simplement, et cela suffisait. Quand enfin, ils quittèrent la serre, la nuit était tombée sur Lyon. Les rues luisaient sous les lampadaires, humides de la pluie récente. Ils marchèrent lentement, côte à côte, comme s'ils redécouvraient ce que signifiait partager le même espace. Aucun d'eux ne proposa de rentrer. Ils n'étaient pas encore prêts à se séparer. Il y avait encore trop de choses suspendues, trop de questions restées sans réponse. Mais pour une fois, ils ne cherchaient pas à combler le silence par des justifications ou des regrets. Ils finirent par s'arrêter sur un banc, près d'un petit square désert. L'air était frais mais pas froid. Élise s'assit la première. Marc l'imita, posant ses coudes sur ses genoux, les mains jointes.
Tu m'as dit que tu avais eu peur qu'on te regarde pour ce que tu possèdes, dit-elle après un moment. Et pourtant, c'est moi que tu n'as pas regardé pour ce que je suis. Il hocha la tête. Tu as raison. J'ai eu peur de te montrer toute ma vie. Pas seulement par orgueil, mais parce que j'ai trop souvent vu les gens changer quand ils savent. Elle tourna les yeux vers lui. Et si je t'avais tout de suite vu comme le PDG brillant, la star de la tech, tu crois que ça aurait changé? Ce que j'ai ressenti quand tu m'as regardé dans ce hall vide. Il réfléchit un instant. Je pense que j'ai voulu m'assurer que ce que tu voyais en moi n'était pas teinté par ce que les autres voient. Mais en faisant ça, j'ai nié ce que toi tu es. J'ai agi comme si tu ne pourrais pas gérer la vérité. Elle baissa les yeux vers ses mains croisées sur ses genoux. Ce que je voulais, c'était juste être respecté, pas protégé. Il posa doucement sa main sur la sienne. Et maintenant, elle prit une inspiration lente. Maintenant, je veux avancer avec toi, mais sans rôle, sans jeu. Je ne veux plus être la femme qui t'offre une échappatoire. Et je ne veux pas d'un homme qui pense que je suis trop fragile pour affronter la réalité. Marc serra légèrement ses doigts. Tu veux être vue, entière, pas comme un refuge, mais comme une égale. Elle acquiesça. Exactement. Il resta silencieux un moment, puis d'une voix calme dit « J'ai grandi dans un monde où on m'a appris à masquer mes émotions, à toujours être un coup d'avance. On ne m'a jamais appris à me montrer vulnérable, encore moins à demander pardon. Mais avec toi, j'apprends. Lentement, maladroitement, mais sincèrement. » Elle le regarda, et cette fois, elle vit non pas un homme de pouvoir, mais quelqu'un en quête de vérité comme elle, quelqu'un qui cherchait, au-delà des murs qu'il avait érigés, un endroit où il pouvait se reposer. « Et moi, répondit-elle, j'apprends à ne plus m'effacer, à ne plus croire que je suis moins parce que je gagne moins, parce que je vis autrement. Tu n'es pas mon sauveur, Marc, et je ne suis pas ton secret. » Il hocha lentement la tête. « Tu es la personne la plus lucide que j'ai rencontrée. Et si tu veux qu'on construise quelque chose, je suis prêt à commencer comme tu veux, quand tu veux, à ton rythme. » Ils restèrent encore un moment sur ce banc, à regarder la ville respirer autour d'eux. Puis, Marc proposa de la raccompagner. Sur le chemin du retour, ils parlèrent de choses simples. Des goûts, des souvenirs d'enfance, des habitudes. Élise raconta comment Colette insistait toujours pour ajouter une pincée de cannelle à tous les desserts, même les plus incongrus. Marc confia qu'il avait appris à coder en cachette à l'adolescence, dans une salle informatique fermée au public, juste pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Ce partage d'anecdotes anodines avait la légèreté des commencements, mais aussi la profondeur des retrouvailles. Il n'y avait plus de stratégie, plus de démonstration, juste deux personnes qui, malgré tout, avaient choisi de se retrouver. Non pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un sens. Quand ils arrivèrent devant la maison d'Élise, les lumières étaient éteintes. Colette dormait déjà. Élise se tourna vers Marc. « Tu veux entrer ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Pas ce soir je veux juste que tu saches que je suis là et que je reste. » Elle lui sourit. « Alors reste. Mais demain, viens boire un café avec nous. Colette va te poser 1000 questions et elle va sûrement te faire goûter un gâteau au cumin. » Il éclata de rire. « C'est un rendez-vous. » Elle l'embrassa doucement sur la joue, puis entra, laissant la porte se refermer lentement derrière elle. De l'autre côté, Marc resta un instant immobile, la main encore sur la rambarde. Il ne savait pas ce que demain apporterait, mais, pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus peur. Une année s'était écoulée depuis ce premier dîner chez Colette, une année complète faite de jours ordinaires, de silences partagés, de discussions parfois difficiles, mais toujours honnêtes. Une année où Élise et Marc avaient appris à se connaître non pas dans l'exceptionnel, mais dans le quotidien. Ils avaient choisi de marcher côte à côte, sans précipitation, avec cette conscience aiguë que chaque lien se tisse dans la patience, le respect et parfois dans le doute. La maison de mon chat n'avait pas changé. Les volets bleus, légèrement écaillés, la petite allée bordée de géraniums, la vieille cloche à l'entrée, tout était resté fidèle à l'image d'un foyer modeste mais vivant. À l'intérieur, cependant, une énergie nouvelle avait peu à peu pris place. Colette, bien que plus fragile, avait retrouvé un équilibre. Les soins à domicile, les exercices et surtout la présence constante et aimante d'Élise lui avaient permis de reprendre une partie de sa routine. Elle n'était plus aussi vive qu'autrefois, mais ses yeux brillaient toujours autant.
surtout quand elle voyait sa petite fille sourire en regardant son téléphone ou en parlant de ses projets. Ce jour-là, un parfum sucré flottait dans la cuisine. Élise était debout devant le four, surveillant un gâteau aux poires et aux amandes, la nouvelle obsession culinaire de Colette. Sur la table, une nappe propre, une vaisselle simple mais élégante, et un bouquet de fleurs fraîches attendèrent les invités. Rien d'extravagant, mais chaque détail portait l'empreinte de l'attention. Ce n'était pas une fête, mais une célébration intime, sincère, une manière de dire que le temps qui passe n'efface pas, mais transforme. Marc arriva à l'heure comme toujours. Vêtu simplement, une veste claire, des chaussures usées par les promenades, il portait dans ses mains un petit sac en tissu. Lorsqu'il entra, Colette, déjà installée sur son fauteuil près de la fenêtre, leva les bras avec un sourire large. « Mon beau garçon !» s'écria-t-elle. « Tu es encore plus charmant que l'année dernière. » Marc rit, s'approcha, l'embrassa tendrement sur la joue, puis lui tendit le sac. « C'est pour toi, mais je ne garantis rien. C'est un essai de tisane maison. » Colette fouilla dans le sac, en sortit un petit bocal étiqueté « Infusion » de paix et s'esclaffa. Voilà un homme qui sait parler aux dames. Élise observait la scène depuis l'arche de la cuisine, son cœur rempli d'une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il y avait un an, elle avait invité un inconnu par peur de venir seule à cette même soirée. Aujourd'hui, cet homme faisait partie de leur quotidien, non pas comme une figure spectaculaire, mais comme une présence sûre, fidèle, profondément humaine. Ils prirent place autour de la table. La lumière dorée de fin d'après-midi entrait par les fenêtres, caressant les visages, rendant chaque mouvement plus lent, plus doux. Ils parlèrent de tout, et surtout de rien. Des nouvelles du quartier, des dernières lectures d'Élise, des souvenirs que Colette ressassait avec un plaisir renouvelé. Marc écoutait, intervenait parfois, partageait des anecdotes modestes, de ses voyages ou de son enfance. Il n'y avait plus de barrière, plus de hiérarchie invisible. Il n'était pas là en tant que PDG ni en tant que miracle romantique. Il était simplement Marc, l'homme qui avait su poser ses bagages pour rester. Quand le dessert fut servi, Colette demanda un moment de silence. Elle se leva lentement, appuyée sur sa canne, et leva son verre de cidre. « L'an dernier, j'ai soufflé mes bougies en me disant que c'était peut-être la dernière fois. Et regardez-moi, encore debout et bien entouré. » Ils rirent doucement, émus. « Ce que je veux dire, reprit-elle, c'est que la vie est pleine de surprises. Elle nous fait parfois croire que tout est figé, que rien ne changera. Et puis soudain, un homme élégant descend d'un ascenseur et tout se transforme. » Élise rougit légèrement. Marc lui prit la main sous la table. « Je suis fier de vous, dit Colette, tous les deux, parce que vous avez eu le courage de ne pas fuir, de rester même quand c'était inconfortable. C'est ça le vrai lien. » Le silence qui suivit fut chargé d'une gratitude silencieuse. Puis, ils levèrent leurs verres, trinquèrent à cette année écoulée et à celle qui venait. Quand le soir tomba, Marc et Élise restèrent un peu pour ranger. Colette s'était endormie dans son fauteuil, un sourire paisible sur le visage. Dans la cuisine, Marc lavait les verres pendant qu'Élise essuyait les couverts. « Tu te rends compte que ça fait 1 an ?» dit-il en lui tendant une assiette. « Oui, et je crois que c'est la première fois que j'ai envie de revivre chaque moment, même les pires. » Il la regarda longuement, puis posa l'assiette, s'approcha et l'enlaça doucement. « Alors recommençons, chaque jour, sans urgence. » Elle hocha la tête contre son épaule. « D'accord, mais avec du gâteau au cumin de temps en temps. » Ils rirent ensemble, doucement, puis sortirent sur le pas de la porte. La nuit était douce, et le monde leur semblait enfin à leur mesure, ni trop grand ni trop petit, juste assez pour 2 cœurs qui s'étaient retrouvés là où personne ne les attendait.